Bien, bonjour à toutes et à tous et merci de rejoindre notre webinaire spécifique sur les enjeux climatiques. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, moi c'est Magali Vicente. L'IDON, c'est un organisme de formation agréé par le ministère de l'Intérieur pour la formation des élus locaux. Et avec Michael, qui est notre invité aujourd'hui et que je vais laisser se présenter, nous avons souhaité en fait mettre à disposition aujourd'hui ce webinaire pour vous parler plus précisément des leviers et du plan d'action que vous pourriez mettre en place dans vos collectivités pour répondre aux enjeux énergétiques et climatiques en termes de développement durable plus largement, qui vont en fait arriver très rapidement à vous au sein de vos collectivités. Alors pourquoi ce webinaire très précis? Eh bien parce que pour sortir un petit peu de la théorie et on va dire de la sensibilisation au-delà de la fresque du climat, l'idée pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir vous offrir avec Mickaël des actions concrètes que vous pouvez mettre en place dès que vous aurez en fait suivi ces accompagnements et ces formations pour vous permettre d'avancer relativement vite et concrètement au sein de votre collectivité afin d'avoir répondu à un certain nombre d'enjeux avant les élections de 2026 et puis de continuer d'avoir un programme solide et très technico-pratique afin de pouvoir communiquer auprès de vos citoyens sur toutes les actions que vous allez pouvoir mettre en place. Alors, Mickaël, je vais te laisser te présenter. Et puis, au fil de l'eau, n'hésitez pas à nous interrompre et à poser des questions en fonction de vos situations au sein de vos collectivités et on va dire, de la périodicité au sein de laquelle vous vous trouvez. Pour certains, peut-être qu'il y a aucun élément que, pour l'instant sur lesquels vous avez réfléchi ou peut-être que certains sont déjà avancés. Donc, n'hésitez pas au fil de l'eau de nous faire part de vos expériences et de poser les questions. Michael. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Michael Schack. Je suis l'ancien directeur marketing opérationnel de la partie service d'Engie. Avec mes équipes, nous accompagnons les équipes commerciales d'Engie pour aider nos clients, donc les villes et les territoires, à aller vers la neutralité carbone. En particulier, nous avons été des pionniers dans les partenariats de public-privé aux États-Unis pour aider les grands campus universitaires à être à terme neutres en carbone. Depuis ma récente retraite, donc moins d'un an, j'accompagne un certain nombre de villes de l'Ouest parisien, comme AIMO, vers la neutralité carbone. Et j'interviens auprès de l'IDON et de quelques autres instituts sur la formation des élus. Accessoirement, j'ai été aussi relecteur du groupe de travail GT3 du GIEC au printemps 2022. Avec Magali, nous vous proposons donc trois parties. Donc une première partie qui est une très courte synthèse des enjeux énoncés par le GIEC sur le changement climatique et la transition énergétique. Magali fera une courte intervention sur les obligations réglementaires. La deuxième partie expliquera pourquoi il est important de décarboner les villes et que nous avons les technologies pour le faire. Et la troisième est la partie opérationnelle de laquelle parlait Magali, qui est des pistes concrètes et des propositions de projets pour décarboner concrètement votre ville et votre territoire. N'hésitez pas à nous interrompre après chaque partie. Donc, Magali gérera les questions. Donc, sur la première partie, je voulais rappeler brièvement ce qu'est l'effet de serre, comment ça marche. Donc, vous savez que l'énergie du soleil est absorbée par le sol et il y a des infrarouges donc sont renvoyés. Et ces infrarouges sont absorbés par les différents gaz à effet de serre, dont les principaux sont la vapeur d'eau, puis le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote et les gaz fluorés. Et ça fonctionne vraiment comme une serre dans une ferme. Donc, l'effet de serre est indispensable en fait au développement de la vie, puisque s'il n'y avait pas d'effet de serre, la température moyenne sur la planète serait de moins 18 degrés C. Donc, on n'aurait pas la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et grâce à l'effet de serre, la température moyenne est de 14 degrés C. Donc, ce n'est pas l'effet de serre en tant que tel qui est problématique, c'est sa forte accélération liée aux émissions de gaz par l'activité humaine. Nous allons y revenir. Donc, maintenant, les bases scientifiques sont très solides. Il y a une très forte corrélation depuis 400 000 ans entre la quantité de CO2 dans l'air et la température. Vous le voyez sur cette courbe. Donc, ça, ce sont des faits scientifiques vraiment très solides. Et j'attire votre attention sur le petit talon il y a 20 à 40 000 ans, lorsque la température était 5 degrés moins élevée que dans l'ère pré-industrielle depuis quelques centaines d'années. Donc, on y reviendra par la suite. Donc,
Qu'en est-il des émissions de gaz à effet de serre? Vous le voyez sur ces courbes de projection du GIEC, hein, du premier groupe de travail. Donc la partie rouge est malheureusement, donc vous avez différents scénarios, hein, donc c'est les profils indiqués ici sur la gauche. La partie rouge est malheureusement le scénario sur lequel nous sommes actuellement, puisqu'en fait, nous continuons à émettre de plus en plus de gaz à effet de serre et nous consommons toujours plus de gaz, d'énergie fossile, malgré le développement rapide donc des énergies renouvelables, mais qui se rajoutent en fait uniquement à la consommation d'énergie fossile. Donc ça, c'est un gros problème parce que déjà aujourd'hui, vous avez une augmentation forte de la température. Par exemple, au niveau planétaire, elle est d'1,1 degré, mais en région parisienne, nous avons déjà depuis 1980 une augmentation d'1,5 degré. Vous avez ici les barres rouges, donc issues des informations de Météo France. Au niveau mondial, nous attendons sur les scénarios rouges sur lesquels nous sommes malheureusement aujourd'hui, une augmentation autour de 5 degrés C, donc de la planète, ce qui, bon, est quand même très problématique. Pourquoi c'est problématique? Parce que si on revient en arrière, donc si on revient sur la situation d'il y a 20 000 ans, hein, vous vous souvenez du petit talon ici que j'expliquais, donc il y a 20 000 ans, on avait des émissions de CO2 autour de 200 ppm. Aujourd'hui, dans l'ère pré-industrielle, on était autour de 300 ppm, donc ça explique l'augmentation de 5 degrés C. Quelle était la situation donc, il y a 20 000 ans? Le niveau des mers était 120 mètres plus bas. Donc, là, une partie de toute l'Europe du Nord était sous une calotte glaciaire. Et on pouvait donc marcher à pied vers l'Angleterre, qui était presque totalement couverte de glaciers. Donc, si on transpose ça aux situations à venir, vous voyez qu'il va y avoir des changements drastiques de climat d'ici à la fin du siècle. Euh, donc, l'augmentation du niveau des mers est liée en fait à deux phénomènes. Vous avez le fait que entre l'époque d'il y a 20 000 ans aujourd'hui, donc les calottes glaciaires ont fondu. Donc, vous avez de l'eau qui a coulé dans les océans, mais vous avez aussi la dilatation thermique. Donc, vous avez deux effets. Vous avez l'augmentation d'eau liquide et la dilatation thermique des océans qui expliquent ces effets d'augmentation. Pour expliquer en fait les conséquences, il faut imaginer la Terre comme un système à l'équilibre, comme un pendule, et qui évidemment s'adapte progressivement aux évolutions, c'est ce qu'on a vu dans l'histoire. Mais là, les émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité humaine sont extrêmement violentes, extrêmement rapides et sans comparaison par rapport au passé. C'est comme si on donnait un grand coup au système qui s'est mis à osciller. Donc ça veut dire que les éléments extrêmes vont être beaucoup plus aigus, ce qui étaient des événements centenaires, bon, risquent de se produire extrêmement régulièrement, donc pratiquement toutes les années. Le premier impact, évidemment, la sécheresse, donc augmentation de température, donc induit de la sécheresse, avec donc une chute des rendements agricoles, et puis des risques de famine. Un autre phénomène, c'est que dans les zones tropicales, lorsque vous avez 100% d'humidité, il n'est pas supportable pour un corps humain lorsqu'on dépasse les 40 degrés. Donc une température élevée comme dans les Émirats arabes unis, par exemple, qui peut atteindre l'été 50 degrés C, lorsque l'air est très sec, ça ne pose pas de problème parce que le corps, par l'évaporation, peut se refroidir. Mais dans des zones très humides comme en Afrique ou en Inde, il y a un risque majeur que des zones entières deviennent inhabitables et qu'il y ait des migrations de centaines de millions d'habitants vers le nord. D'autres conséquences liées à l'augmentation de température sont les feux. On en a vu un certain nombre d'exemples en France, en Australie l'été dernier. D'autres phénomènes sont l'augmentation, donc on perturbe le cycle de l'eau, donc les pluies et les inondations, ainsi que les tornades qui sont liées à l'augmentation de température, aux cyclones qui sont liés à l'augmentation de température de la mer. Donc tous ces phénomènes-là
entraîne bien sûr des glissements de terrain, des inondations. Là aussi, on a malheureusement des exemples, y compris en France, hein. Vous vous souvenez de la vallée de Vésubie? J'ai fait mes études à Nice, donc malheureusement, j'étais triste de voir que ces routes et ces glissements de terrain majeurs, donc même dans nos zones tempérées. Une autre conséquence, c'est les maladies. Donc, non seulement liées à l'augmentation de la température, les maladies tropicales vont migrer vers le nord. Donc, il est très probable que dans quelques dizaines d'années, en région parisienne, nous aurons le paludisme, le chikungunya. Donc, il faut, quand vous voyagez dans les zones tropicales, il faudra prendre les mêmes précautions euh, là où on habite aujourd'hui. Et puis, il y a un risque aussi que lié au dégel du permafrost, il y ait de nouvelles maladies inconnues à ce jour qui apparaissent. Voilà, donc ça, c'est un tableau un peu sombre que je brosse malheureusement. On verra plus loin qu'il y a des solutions. Est-ce que déjà sur cette partie-là, il y a des questions? Donc, s'il y en a, Magali va me les transmettre. Non, pas de questions pour l'instant, Mickaël. Très bien, Magali. Donc, dans ce cas-là, je te passe la parole un exemple de contraintes réglementaires qui vont préoccuper les élus au quotidien dès à présent. Oui, tout à fait. Alors peut-être que certains d'entre vous sont déjà au courant ou ont déjà mis un petit peu leur nez dedans, ou peut-être pas. Mais en tout cas, sachez que voilà, en dehors du fait que bah oui, les enjeux de développement durable, ce sont nos enjeux à nous tous tous les jours. Il y a quand même en fait un certain nombre d'obligations réglementaires et une d'elles, c'est justement celle qui est relative en fait à tous les bâtiments. Et donc c'est l'obligation réglementaire qui s'appelle éco-énergie tertiaire qui en fait engage les acteurs du tertiaire vers la sobriété énergétique. Donc vous, en tant que collectivité, forcément, vous êtes concernés puisque vous avez des bâtiments publics. Alors on vous a mis en fait les obligations de réduction des consommations, comme vous pouvez le voir. D'ici 2030, c'est moins 40%. Je vous laisse imaginer que voilà, aujourd'hui on est en 2023, 7 ans pour descendre de 40%. Il va pas falloir s'y prendre à la dernière minute parce que les travaux, c'est long, les réflexions, ça prend du temps et quand on veut faire les choses correctement et on va dire faire ses investissements correctement, il va falloir se pencher sur un certain nombre d'actions et de leviers. Et donc sont concernés bien, les bâtiments d'une surface égale ou supérieure à 1000 mètres carrés, exclusivement alloués à un usage tertiaire. Donc vous voyez que ça commence à concerner quand même pas mal de bâtiments de vos collectivités, hein, même les plus petites, hein, dès qu'on a un bâtiment public. C'est aussi toutes les parties donc d'un bâtiment à usage mixte qui héberge les activités tertiaires. Et puis, ça concerne aussi tout un ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière. Donc, les actions déployées vont vraiment au-delà de la rénovation énergétique des bâtiments, pardon, et elles concernent aussi la qualité et l'exploitation des équipements, le comportement des usagers, etc. Donc, il y a tout un tas, de leviers. Mickaël va en parler tout à l'heure. Nous, l'idée, c'est vraiment de pouvoir concrètement et rapidement vous donner les moyens de mettre le nez dans ces obligations réglementaires qui ne sont faciles pour personne, que le décryptage est vraiment pas évident et qu'à un moment donné, il va falloir trouver les compétences en interne pour pouvoir remplir ces obligations. Donc là, on va vous livrer, on va dire, un certain nombre d'informations et de leviers pour vous permettre de vous poser les bonnes questions. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir vous accompagner un peu en AMO, comme le fait déjà Mickaël, pour vous permettre vraiment d'aller à l'essentiel et de pas vous faire happer par des gros cabinets qui risqueraient de vous emmener dans beaucoup de théories et peut-être pas suffisamment dans le concret sur le terrain. Je te laisse prendre la main, Mickaël, sauf si tu vois d'autres éléments juridiques à ajouter. Non, je pense que c'est très bien. Donc, vous savez tous que vous aviez une obligation de saisir les données actuelles d'émission des bâtiments dans la plateforme Opérate. Donc, j'imagine, enfin, c'est certainement fait par vos services techniques. Mais une fois que le point zéro a été effectué, qu'une année d'émission zéro a été fixée, maintenant, effectivement, comme le dit Magali, il faut initier des mesures qui permettent de baisser la consommation. Donc, ça va du comportemental la mise en place de compteurs, l'isolation du bâti, enfin, on pourra y revenir. Voilà, je propose donc Magali que nous passions à la deuxième partie, donc qui est un peu plus
optimiste, je dirais, puisqu'on va voir qu'on a des solutions après cette première partie quand même un peu déprimante, parce que malheureusement, nous sommes sur des trajectoires qui sont malheureusement pas celles de l'accord de Paris. Donc, dans cette deuxième partie, je propose de vous partager le fait que nous vivons une révolution énergétique avec trois volets principaux: décarbonation, décentralisation, digitalisation. Donc, tout d'abord, nous avons accès maintenant à une énergie faiblement carbonée, que ce soit nucléaire, photovoltaïque, éolien. Donc ça, nous allons disposer de ressources qui permettent de décarboner l'énergie. La deuxième chose, c'est que pour aider à cette décarbonation qui nécessitera la mise en place de systèmes complexes, comme nous allons le voir sur l'exemple de Copenhague et des petites villes françaises, on a besoin d'un appui digital, donc on aura besoin de la capacité de faire du big data, de l'IA et bien sûr de 4G, 5G. Et enfin, très important, il y a une profonde révolution sociale et culturelle, et on le voit avec les changements de comportement des jeunes générations qui ont une conscience environnementale beaucoup plus forte que leurs aînés, et donc qui sera aussi une brique essentielle pour nous aider à mettre en place cette révolution énergétique. J'ai pris un seul exemple technologique sur cette révolution technologique, c'est l'exemple photovoltaïque. En 10 ans, le prix a été divisé par 10. Il y a encore 10 ans, le prix était autour de 300 euros au mégawattheure produit. Aujourd'hui, c'est entre 25 et 30 en fonction des zones. Et donc, le photovoltaïque devient l'énergie la moins chère. Bien entendu, c'est une énergie intermittente. Donc, on ne peut pas la comparer directement à une énergie comme le nucléaire ou comme les centrales à gaz qui produisent une énergie en base. Mais même en rajoutant des coûts de stockage qui doubleraient le prix de l'électricité produite du photovoltaïque, on devient compétitif et les prix chutent très rapidement. Un deuxième point important et utile, c'est que les énergies fossiles sont fournies par un certain nombre de pays extrêmement limités. Elles sont très localisées, parfois des pays qui posent problème politiquement ou qui ont une instabilité. Et donc, le photovoltaïque par contraste, comme vous voyez sur cette carte, il est disponible en particulier pour les pays émergents qui en ont le plus besoin. Donc, c'est une énergie à faible coût disponible là où on en a le plus besoin. Donc, c'est indépendant de cette révolution technologique. Venons-y maintenant au sujet, pourquoi il faut adresser les villes en priorité, hein, qui est le sujet qui nous préoccupe et qui vous préoccupe, je pense. Aujourd'hui déjà, comme vous le savez, 50% de la population mondiale habite dans les villes. En 2050, c'est-à-dire demain, 70% de la population habitera dans les villes. Et à la fin du siècle, ce sera 75%. Par ailleurs, déjà aujourd'hui, la majorité des émissions de carbone viennent des villes et il y aura des évolutions en renforcement très fort. En particulier, on prévoit qu'un triplement de la demande de climatisation d'ici 2050, sous l'impulsion de cette migration vers les villes, de l'émergence d'une classe moyenne et du changement climatique. Donc, il sera un facteur de consommation d'énergie très important à l'avenir. Donc, nous retenons qu'il faut absolument décarboner les villes en priorité. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on sait le faire. Et là, je prends l'exemple de Copenhague, qui aurait pu être neutre en carbone en 2025, donc il sera quelques années après pour des raisons anecdotiques, en fait, parce que le gouvernement danois n'a pas subventionné suffisamment la capture d'émissions de CO2 de leur centrale d'incinération. Oubliez ça. En fait, techniquement, Copenhague pourrait être neutre en carbone en 2025. Alors, comment on le fait comment est-ce qu'ils ont fait? Donc, il se trouve que 98% des habitants sont connectés à un réseau de chaleur renouvelable, qui est la boucle rouge que vous voyez sur le slide, qui est alimenté déjà par la récupération de chaleur fatale. Alors, la chaleur fatale, c'est la chaleur qui est émise par des process qui sont industriels, de l'industrie, chimie, sidérurgie, ou des centrales d'incinération, des data centers, ou même des activités tertiaires comme des supermarchés. Et si on savait récupérer cette chaleur fatale qui est perdue aujourd'hui, on pourrait chauffer les 500 millions d'Européens. Donc, dans ce qu'on appelle le merit order, donc il faut d'abord
regardez sur vos villes et vos territoires où est-ce qu'il y a de la chaleur fatale qu'on peut récupérer. Ensuite, il y a des énergies locales. Ça peut être la géothermie profonde. Par exemple, en région parisienne, nous avons la chance d'avoir une nappe à 70 degrés, 1,7 km. Et nombre de villes, dont Paris, sont alimentées par de la géothermie profonde. Presque partout, vous pouvez avoir de la géothermie de moyenne importance. Donc, dans 90% des cas, vos bâtiments publics ou les bâtiments tertiaires peuvent être chauffés par de la géothermie de minime importance. Vous pouvez avoir de la biomasse disponible, donc du solaire thermique. Voilà, donc en fait, Copenhague a mobilisé l'ensemble de ces sources de chaleur d'une part et des productions locales d'électricité comme des éoliens. Vous savez que dans la baie de Copenhague, si vous y avez été, on voit des jolis champs d'éoliennes qui ont été financés par les habitants. Donc quand j'ai visité ça, j'ai vu dans les appartements des habitants de Copenhague, il y a des petits compteurs au mur qui affichent la quantité de kilowatts produits par les éoliennes et dont ils sont propriétaires, donc ils touchent une partie de leurs revenus. Donc il y a une forte acceptance des Danois et des habitants de Copenhague qui ont été associés au développement de ces énergies, dont ils sont en partie propriétaires. Et donc il y a une acceptance sociale aussi de cette révolution. Et les Danois et les habitants de Copenhague en particulier sont très fiers de faire partie des leaders mondiaux et d'avoir quasiment décarboné leur ville quand même pour une capitale d'1,3 million d'habitants. Voilà, donc Est-ce que Michael, justement par rapport à ça, tu as la date, enfin l'année à compter de laquelle ils ont commencé justement ce programme pour donner un ordre d'idée sur le travail qui a été fait et la temporalité que ça représente? alors c'est une très bonne question, Magali. En fait, il s'agit quand même d'infrastructures lourdes, en particulier les réseaux de chaleur et de froid. Donc il faut prévoir une vingtaine d'années. Donc, c'est des investissements lourds. Donc, il faut la durée pour un projet de ce type, c'est de l'ordre de la vingtaine d'années. Donc, nous allons voir comment on peut le faire, mais il faut effectivement prévoir cette période-là. Et pour des raisons historiques, Copenhague avait déjà beaucoup travaillé sur le bâti, avait fait de l'isolation du bâti, donc ils ont du triple vitrage. Après la Seconde Guerre mondiale, ils avaient souhaité se rendre déjà indépendants en fait, du gaz russe. Donc, ils avaient travaillé sur les réseaux de chaleur et les différentes sources. Donc, il y a des raisons historiques particulières qui expliquent 20-30 ans en arrière pourquoi ils sont si avancés aujourd'hui. C'est tout à fait juste. Donc, c'est une excellente question. Mais, en tous les cas, on a des études de cas concrètes. On voit que c'est faisable et on peut copier les solutions de ces villes qui ont été développées en régie. Donc, pas un opérateur privé, c'est une volonté politique locale et c'est une régie municipale qui a développé ce travail pionnier. Merci. D'autres questions, Magali? Non, pas d'autres questions. Voilà, donc la conclusion de cette deuxième partie, c'est qu'en fait, on a des solutions techniques aujourd'hui pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Donc, il y a, en fonction des circonstances, dans les zones denses, les centres-villes, on peut utiliser ce qu'on appelle les réseaux de chaud de froid renouvelables de quatrième génération. C'est la solution Copenhague. Et c'est par exemple une solution vers laquelle travaille Paris, parce que Paris dispose d'un réseau de chaleur largement renouvelable qui alimente l'équivalent de 500 000 appartements et d'un réseau de froid renouvelable qui, dans la prochaine période de contrat de concession de 20 ans, va tripler sa taille pour accorder l'essentiel des bâtiments tertiaires de Paris. Dans les zones moins denses, qui sont par exemple les périphéries, donc là, on a d'autres solutions, là où les réseaux de chaleur ne sont pas rentables parce que c'est pas assez dense. Donc on peut par exemple utiliser les réseaux de gaz, puisque les réseaux de gaz existent. Aujourd'hui, c'est une infrastructure carbonée, mais si on injecte du biométhane ou d'hydrogène vert, on les transforme immédiatement en un réseau renouvelable. Donc ça permet d'utiliser des infrastructures existantes qui ont coûté des centaines de millions d'euros d'investissement, donc et de les rendre pérennes à l'avenir. Et par exemple, en France, donc on sait que la consommation de gaz aujourd'hui est de 550 TWh. On pense avec les scénarios que cette consommation va chuter à peu près à 350 TWh en 2050. Mais il y a suffisamment de gisements, la France ayant suffisamment de forêts de gisements de biomasse, pour qu'on puisse alimenter l'intégralité de cette source-là en biométhane et rajouter à terme, bien sûr, de l'hydrogène vert. Il faut combiner ça avec des smart grids électriques, du photovoltaïque sur les toitures ou des champs photovoltaïques ou éoliens qui alimenteraient
ces microgrids. Donc là aussi, dans ces zones urbaines moins denses, on a des solutions techniques aujourd'hui qui ont été démontrées pour décarboner. Enfin, lorsqu'il y a à la campagne ou dans les banlieues plus lointaines, là, il faut raisonner vraiment très localement. Il faut mettre en place de la géothermie de moyenne importance, lorsque c'est possible, du PV sur les toitures, se chauffer au bois ou avec la biomasse, et combiner ça avec des mini-smart grids. Vous avez certainement entendu parler qu'il y a un certain nombre de villages qui ont développé ces solutions où un voisin a mis des photovoltaïques sur sa toiture et peut alimenter les maisons autour. Donc, on appelle ça des mini-smart grids où on se partage un gisement de production. Donc, pour conclure sur cette deuxième partie, donc, nous avons les technologies pour décarboner en fonction des situations locales, bien sûr. Et en fait, c'est une question de volonté et de vision politique et sociétale. Donc, il faut vraiment vouloir le faire. Il faut penser à plus long terme et accepter d'investir. Magali, c'était ta question, hein. C'est des investissements effectivement assez lourds, mais qui sur la durée, en amortissent sur la durée et ils nous rendent indépendants des fluctuations des prix des énergies fossiles. On a vu que en fonction des circonstances géopolitiques, on peut avoir une multiplication par 10 des prix, ce qui est évidemment dramatique pour les activités économiques. Là, c'est l'avantage de ces solutions. Et bien sûr, il faut investir au départ, mais qu'après, on a elles sont stables sur la durée. Donc, il y a aussi un aspect financier, d'économie et de fiabilisation de prévisions sur la durée. Et il faudra changer certaines habitudes, évidemment, on pourra en reparler, parler de micromobilité, vélo, voiture électrique, enfin, il y a un certain nombre d'habitudes à changer, mais c'est tout à fait faisable, on sait le faire. Voilà, c'était Magali, c'était ma deuxième partie. Donc maintenant, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la troisième partie, qui est la partie vraiment opérationnelle et concrète, qui intéresse nos élus, qui est qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes, comment ils peuvent prendre en main leur destin et celui de leur ville. Et on sait que là aussi, il y a des études de cas très concrètes, et c'est ce que je fais, comme tu disais Magali, avec un certain nombre de villes de l'Ouest parisien. Ça te va, on enchaîne là-dessus? Top, on enchaîne là-dessus, Michael. Parfait. Donc voilà, donc je résume dans ce slide d'introduction que la France s'est fixé comme objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Des villes comme Copenhague peuvent le faire déjà 25 années avant, donc pourraient l'être en 2025. Votre ville, que j'appelais la ville de X, a certainement déjà commencé cette transformation, a mis en place un certain nombre d'actions qui vont aller du relamping à l'isolation de certains bâtiments, mise en place de bornes électriques. Enfin, vous avez certainement fait une partie du chemin. Euh, mais on peut peut-être co-construire ensemble un plan d'action plus structuré, et c'est l'objectif de cette troisième présentation. Donc, si vous voulez décarboner un territoire, en fait, sur le territoire, il y a trois types d'acteurs. Il y a les activités propres à la mairie, il y a les acteurs économiques et les activités du territoire, et vous avez les habitants. Donc, ce que je propose dans la démarche, c'est de travailler l'exemplarité et de commencer par décarboner les activités de la mairie, là où vous avez la main, et de vous fixer un objectif politique en fonction de l'état d'avancement de votre collectivité, d'arriver à la neutralité carbone en 2038, 2044 ou comme la France en 2050. Alors pourquoi ces dates? Vous le comprenez mieux que moi, évidemment, c'est des fins de mandat, puisque c'est plus facile de piloter son objectif à la fin d'un mandat. Alors ça ne veut pas dire que sur la mairie ou sur le territoire, vous serez vraiment à zéro, ça paraît techniquement presque impossible. Il restera un talon d'émission qu'il faudra compenser à terme. Donc, si possible localement, ça on pourra en reparler pour replanter, étendre la forêt. Vous savez en particulier que la forêt française gagne chaque année. Donc, il y a des façons de compenser en fait le talon d'émission qui ne sera pas possible de supprimer. Alors, comment faire pour décarboner votre ville? Donc, il y a deux prérequis qui sont fondamentaux. Le premier, c'est celui de la volonté politique. Que ce soit pour des objectifs environnementaux, financiers, comme on le disait, parce que si votre collectivité souffre de prix de l'énergie importants, c'est une façon aussi de se rendre indépendant et de fiabiliser les finances de la commune. Ou si vous souhaitez être pilote dans un certain nombre d'activités, puisque on apprend en marchant, on co-construit avec vous tous ensemble
peu de monde a déjà atteint cette neutralité carbone. Donc, il y a des solutions locales diverses. Et là aussi, nombre de villes, vous pouvez jouer un rôle pionnier sur certains aspects qui après servent d'exemple aux autres villes. La deuxième chose, c'est qu'il faut mettre en place une approche transverse. C'est fondamental. On ne peut pas travailler en silo, puisque les solutions doivent. Il faut travailler les bâtiments, la fourniture d'énergie, la mobilité, enfin tout est lié. Et il faut absolument mettre en place une équipe projet transverse avec un directeur de projet qui est mandaté par un monsieur le maire et le directeur des services. Ça peut être d'ailleurs le directeur technique de la ville, mais en tout cas une personnalité qui est mandatée pour avoir un droit de regard transverse. Et il faut, on y reviendra, beaucoup communiquer, puisqu'il faut absolument associer l'ensemble des services, l'ensemble des élus et l'ensemble des acteurs économiques et à terme des habitants de la ville. Donc, maintenant, pour construire le plan d'action, il y a 4 points, d'après mon expérience. Donc, il y a 4 points fondamentaux à adresser. Le premier, c'est de mesurer. C'est-à-dire, pour agir, il faut d'abord savoir quel est votre point zéro. Donc, il faut effectuer un bilan carbone des émissions de votre ville. Et ensuite, une fois que ce sera fait, vous aurez un camembert avec les principales postes d'émission. Typiquement, par exemple, c'est la fourniture d'énergie, c'est les achats. D'ailleurs, à ma surprise, donc, quand on a fait les bilans carbone au centre de ville, on a trouvé qu'à peu près un tiers des émissions viennent des achats. Donc, ça voudra dire qu'il faut mettre en place des, euh, des plans d'action pour limiter l'empreinte carbone de ces achats. Ça permettra déjà de réduire vos propres émissions, mais aussi d'embarquer les acteurs économiques du territoire. Parce que c'est un des leviers importants de la municipalité pour déjà commencer à onboarder les acteurs économiques, c'est de leur imposer quelque part en disant s'ils veulent fournisseurs, il faut qu'eux-mêmes verdissent leur activité. Ça, c'est un point très important, Michael, parce que on l'a vu déjà cet hiver avec l'histoire de la crise énergétique. Malheureusement, les collectivités ont encore du mal, on va dire, à agir et à mettre en place, on va dire, des politiques achats telles qu'on pourrait l'imaginer. On est toujours sur du marché public, on n'est pas forcément sur de l'achat public avec la dimension économique. Et donc là, à la dimension économique qui est survenue cet hiver avec la problématique de la crise énergétique, vient s'ajouter la dimension développement durable et donc décarboné. Donc les achats vont devenir vraiment on va dire un cristallisateur de tous les enjeux d'une collectivité future et il va vraiment falloir y mettre des ressources parce que c'est là qu'on va avoir des leviers assez rapides et on va dire très concrets à trouver et à mettre en place parce que c'est là, en fait, c'est le cœur de la machine de vie de la collectivité qui va avoir des conséquences positives si on met les bonnes actions en place, quoi. C'est tout à fait juste, Magali. Donc, absolument. Et d'ailleurs, j'étais surpris en fait, de l'impact sur les émissions de carbone des achats. Je fais un tout petit aparté, d'ailleurs, pour le transposer au niveau national. Vous savez que les émissions directes des Français, en moyenne, c'est 4 tonnes de CO2 par an. Par contre, l'empreinte carbone que les Français ont est de l'ordre de 9 tonnes. Et la différence, c'est les achats. C'est tout ce qu'on achète comme produit de Chine ou d'Inde ou en partie des États-Unis qui sont fabriqués avec des centrales de charbon, donc l'électricité est très carbonée. Et donc on importe dans les produits qu'on achète, quels qu'ils soient, des produits de consommation, euh, on importe en fait une charge de CO2 qui est supérieure à nos émissions directes à nous. Donc, ça, c'est un vrai point d'attention. Donc, il faut évidemment nous-mêmes donner l'exemple, essayer de décarboner nos activités, mais on sera dépendant de ce qui se passe en partie ailleurs, en France, en Europe et dans d'autres parties du monde. Il faut qu'il y ait une vague globale de décarbonation pour que on puisse aussi décarboner les produits qu'on importe nous-mêmes. Donc, bon, c'est un autre sujet, mais bien sûr, il y a la taxe carbone aux frontières qui va être mise en place par l'Europe. Enfin bon, on n'a pas le temps d'entrer dans ces points-là, mais ça, c'est un point d'attention important. Et pour revenir à nos élus, mesdames et messieurs, donc, effectivement,
à côté de décarboner vos sources d'énergie, électricité et gaz, travailler sur les bâtiments, travailler sur la mobilité. Comme Magali vient d'insister, faudra travailler aussi sur les achats, qui sera un déterminant et qui sera aussi un levier d'action. Voilà, donc d'en mesurer, une fois qu'on a fait la photo, donc à la date en 2023 ou 2024, vous avez la photo de vos émissions, je recommande de mettre en place des indicateurs de suivi, on appelle ça des KPI, hein, donc, pour que vous soyez et vos services soient autonomes, vous n'avez pas besoin une fois faire la photo, vous aurez besoin d'un consultant, mais après, chaque année, vos services humains en autonomie puissent faire leur bilan et qu'on vérifie chaque année toutes les actions que vous avez entreprises sur lesquelles on va venir réduire, verdir, quel sera leur impact. Donc, vous allez avoir des marches d'escalier. Vous rénovez une école, vous isolez la mairie, vous finissez le relamping, vous mettez en place une géothermie de moyenne importance pour chauffer un bâtiment tertiaire. Chaque fois, vous aurez une baisse d'activité que vous saurez mesurer et vous vérifierez donc si vous êtes bien sur la trajectoire de baisse que Madame ou Monsieur le maire a fixée à un horizon 2038, 44 ou 2050. Vérifiez si vous êtes bien sur cette trajectoire ou s'il faut prendre des mesures correctives. En plus, ça vous permettra de prioriser toutes les mesures que vous faites, non seulement du point de vue financier, mais aussi du point de vue émission. Ce qui est facile, qui rapporte gros, comme par exemple le relamping, il faut évidemment le faire en priorité. Supprimer le, le fuel et le remplacer par du gaz ou des pompes à chaleur, là aussi, ça rapporte gros, puisque, bon, j'imagine que vous n'avez pas de charbon sur votre commune, mais par contre, il peut y encore avoir du chauffage au fuel. Ça, il faut le changer en priorité, soit au gaz, soit du système vertueux comme des pompes à chaleur, parce que là aussi, c'est une baisse d'émissions importante. Voilà. Donc ça, c'était la partie mesurée. Je ne sais pas si Magali, c'est clair. Donc, bilan carbone et système de management des émissions annuelles en autonomie. Donc, ce qui permet de piloter les actions et de mesurer l'impact de toutes vos actions. Mhm. Oui, c'est important, je pense, Michael, vraiment d'insister et de dire que il n'y a pas d'autre option si aujourd'hui vous souhaitez avancer que de faire réaliser un bilan carbone. C'est vraiment la base pour démarrer. Sinon, en fait, voilà, vous allez partir un peu, le risque, c'est de partir dans tous les sens et de pas avoir derrière les bons indicateurs et de pas forcément mettre les bonnes actions au bon moment pour faire ça, on va dire, dans les temps. Donc, c'est toujours pareil, ça demande toujours de l'investissement, mais en fait, bah, mieux et plus on investit au début, bah, plus on est gagnant à la fin et en termes de temps et aussi en termes de qualité. Voilà, c'est ce qui vous fera gagner du temps et de la qualité sur l'avancée de vos projets. C'est tout à fait juste, Magali. Effectivement, je constate moi-même que je rencontre nombre de collectivités, énormément de villes et de toute taille ont fait beaucoup de choses, mais souvent, il manque ce chapeau stratégique, il manque la mesure, d'une part, des émissions, de se fixer une trajectoire, de fixer un objectif pour arriver à la neutralité carbone. Donc, c'est absolument juste, Magali. C'est ce qu'ensemble, on recommande à nos collègues et élus qui nous écoutent. Mm. C'est chacun son métier, hein, j'ai envie de dire, hein, mais à un moment donné, Michael, et c'est voilà, à un moment donné, quand on confie une mission à un spécialiste, oui, c'est du budget, mais derrière, on est gagnant. On est gagnant sur la temporalité et on est gagnant en termes de qualité. Et avec ça, avec la décarbonation, on ne peut pas se permettre de plaisanter parce que sinon, on va perdre énormément de temps et sans doute beaucoup d'argent. Tout à fait, Magali. Donc, passons à la partie 2 qui était réduire. Donc, vous avez tous entendu parler des initiatives mégawatts. Évidemment, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, en priorité, il faut bien sûr réduire la consommation. Donc, ce qui est le plus facile, entre guillemets, c'est de travailler sur le comportemental. Vous savez certainement aussi bien que moi que baisser d'un degré C la température en chauffage ou d'augmenter d'un degré la climatisation l'été lorsque vous en avez, ça permet d'économiser 7%. Donc, si vous arrivez par un meilleur pilotage à distance ou de baisser la température lorsqu'il est, par exemple, les bâtiments ne sont pas occupés, vous arrivez à baisser 2 degrés, c'est 15% de baisse, donc c'est vraiment très significatif. Donc, il faut commencer par ces initiatives comportementales, parce que c'est possible de mettre en place des systèmes de mesures et de gestion à distance qui vous permettent de façon centralisée de piloter et d'optimiser cette consommation d'énergie. Après, il y a bien sûr les initiatives que vous avez certainement déjà lancées, comme l'isolation thermique des bâtiments publics.
Le relamping, l'éclairage public, qui est aussi une action prioritaire parce que 50% de la consommation d'énergie de la collectivité, en général, c'est l'éclairage public. Et quand on passe au LED, on arrive à réduire de 60 à 70% cette consommation. Et lorsque vous combinez ça avec un pilotage intelligent, c'est-à-dire par exemple une baisse de l'intensité lorsqu'il n'y a personne, voire une coupure, ou une baisse la nuit, on arrive à atteindre 70%. Il faut bien sûr supprimer le fuel, on en a déjà parlé, passer aux chaudières à condensation qui ont un rendement beaucoup plus élevé. Voilà. Donc il y a une liste, hein, un ensemble de, de plans d'action sur le volet réduire, donc du comportemental à des investissements qui permettent de réduire fortement la consommation. En général, on peut gagner relativement facilement les 30 à 40%. On s'approche déjà du premier palier 2030 qu'expliquait Magali Vincente sur le décret tertiaire. Donc, euh, les premières marches sont relativement faciles. Après, ça devient plus difficile. Troisième volet après, une fois qu'on a réduit, c'est verdir. Donc, la consommation qui reste, il faut la verdir en s'attaquant prioritairement à la chaleur. En effet, quand vous faites le camembert de la consommation d'énergie finale, 50% sont la chaleur, 15% est l'électricité. Or, tout le monde parle de verdir l'électricité, photovoltaïque, éolien, ou relance du nucléaire, ou une énergie faible carbone. En fait, on oublie souvent la chaleur, alors que la chaleur est déterminante. Et si on veut respecter les accords de Paris, il faut adresser en priorité la chaleur. Alors, pour verdir la chaleur, on en a déjà beaucoup parlé. Lorsque c'est possible, lorsque vous avez une zone dense, évidemment, les réseaux de chaleur renouvelables, qui eux sont alimentés par la chaleur fatale, la géothermie, la biomasse, enfin toutes les sources de chaleur que vous pouvez avoir. Donc, accessoirement en plus, elles permettent de stocker à un prix qui est 100 fois plus faible l'énergie sous forme de chaleur ou de froid, ce qui permet de faire de l'effacement, on appelle ça demand side management en anglais, donc ça permet d'optimiser le fonctionnement du système. Donc voilà, donc lorsque vous pouvez, réseau de chaleur, d'ailleurs, l'ADEME subventionne de 60 à 70% les études pour les réseaux de chaleur et donne des subventions très importantes qui vont de quelques dizaines à 50-60% en comparaison aux chaudières gaz pour déployer les réseaux de chaleur. Donc lorsque c'est possible, il y a un grand effort de la France à faire. Nous sommes encore à 7% uniquement d'habitants connectés au réseau de chaleur, alors qu'il y a des pays comme les pays scandinaves où c'est 60-70. On a parlé de Copenhague où c'est 98% de la population qui sont raccordés. Lorsque c'est pas possible, donc, il faut travailler donc effectivement sur la biomasse, euh, les géothermies de minime importance, géothermie de surface, le solaire thermique, lorsque ça fait sens, donc plutôt dans le sud de la France, mais lorsque c'est une énergie d'appoint pour faire de l'ECS, l'été, ça peut être tout à fait pertinent pour couper votre système de chauffage principal. Voilà, donc là, la chaleur en priorité. Ensuite, l'électricité. Là, c'est plus facile. Je pense que vous avez tous déjà souscrit à des contrats de fourniture d'électricité verte, donc sous forme de certificat d'origine. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à le faire pour une augmentation minime de quelques centimes, je dirais. Vous pouvez euh, euh, développer la production d'électricité verte de façon additionnelle. Et donc ça, c'est une première étape très simple à faire. Par exemple, le centre de ville l'ont fait et ont après, sur le volet communication avec lesquels on terminera cette intervention. Donc, on peut déjà montrer qu'on a une action bénéfique en travaillant sur les certificats verts. Après, c'est bien mieux, évidemment, d'avoir une production locale, que ce soit sur les toitures ou que ce soit en investissant dans des champs éoliens ou photovoltaïques conjointement, peut-être avec d'autres collectivités conjointes, parce qu'il faut quand même avoir des volumes de consommation importants. Voilà, donc ça, c'était sur la partie verdir. Enfin, Magali, on vient sur la partie communication, qui est déterminante, parce qu'il faut absolument mobiliser les élus, mobiliser les services, mobiliser les acteurs économiques et les habitants. Donc, sur ce projet, qui doit être un projet transverse, donc là, il y a beaucoup de choses à faire et on dispose heureusement, donc au niveau, par exemple, de la communauté d'agglomération ou de votre communauté urbaine, il y a beaucoup d'outils qui sont mis à disposition, d'outils de communication. Au niveau national, l'ADEME, d'autres organismes proposent énormément de choses.
Donc là aussi, s'il y a besoin, Lidon, Magali, moi-même et certains collègues peuvent vous accompagner là-dessus, mais je pense que vous disposez déjà d'énormément d'outils. Donc voilà, donc je voulais résumer en fait en conclusion donc cette démarche. Donc euh, on est revenu sur trois volets. L'impact du changement climatique, donc je vais peut-être à l'ordre du jour. Voilà. Donc voilà, nous avons parlé du changement climatique, des éléments du GIEC, le fait que nous sommes malheureusement sur une trajectoire rouge qui aujourd'hui va vers une augmentation de température de 5 degrés à la fin du siècle, ce qui aura des impacts dramatiques en termes de sécheresse, d'augmentation de température, donc, dont nous avons parlé. La deuxième partie, c'était de montrer que heureusement, on a des outils technologiques pour le faire. Il y a des villes comme Copenhague qui arrivent à la neutralité carbone dans les quelques prochaines années. Et en fait, on a parlé de vos levées d'action à vous. Vous pouvez vous agir vous-même. Il faut une volonté politique, il faut un projet transverse, il faut adresser donc les aspects mesurés, réduire, verdir et communiquer, mais on sait le faire. Un certain nombre de villes, d'ailleurs, de l'Ouest parisien, mais au niveau national, se sont fixés un objectif politique crédible d'arriver à la neutralité carbone en 2038. Donc vous aussi, vous pouvez le faire. Donc c'est une question de vous approprier la méthode et après en autonomie donc de développer ces projets dans vos propres vies. Voilà, Magali, je voulais conclure là-dessus. Donc, on pourra, donc, Lidon, Magali, moi-même, les autres collègues, nous sommes à disposition à l'avenir pour répondre à vos questions. C'était évidemment une présentation très courte, très synthétique. On peut aller bien au-delà, on peut bien sûr creuser ces différents éléments à vos côtés. Oui, merci Mickaël. Je pense que tu as utilisé le bon mot quand tu as parlé d'appropriation. Voilà, nous, on est vraiment là pour ça. On sait que voilà, au quotidien, vous êtes chargé d'un tout un tas d'obligations dans tous les sens. Que quand on parle enjeux climatiques et développement durable, ça concerne énormément de schémas potentiels, de pistes d'action. Et nous, en fait, l'idée au travers de ces accompagnements, c'est vraiment de vous permettre de gagner du temps, de vous accompagner, de vous aider à vous structurer pour aller en fait à l'essentiel, pour vous éviter de vous perdre dans les dédales voilà de tout ce qui pourrait être fait, pas fait, de cabinet, etc. Nous, on est vraiment là pour vous permettre d'avancer vite et bien et d'avoir cette hauteur de guide pour aller vers cette neutralité carbone et faire en sorte que vous ayez la communication adaptée et appropriée et que vous puissiez mener à bien l'ensemble de vos projets. Donc, Voilà. merci beaucoup pour votre attention, pour avoir participé à ce webinaire. On reste à votre disposition avec Mickaël pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, même après, a posteriori, à nous solliciter. Nous proposons à la fois des modes d'accompagnement qui vont de la journée de formation, mais encore une fois très concrète, hein, c'est-à-dire en allant dresser effectivement le portrait des enjeux sur la matinée, mais en mettant en place des ateliers l'après-midi pour vous faire travailler par groupe sur les actions à mettre en place. Encore une fois, l'idée, c'est de vous permettre d'avancer concrètement sur l'ensemble de ces projets. Et puis, voilà, on est aussi à votre disposition pour toute la partie AMO au besoin et vous guider justement sur l'avancée de ces actions. Voilà, merci de votre écoute et à votre service. Et donc, j'espère à bientôt. Merci beaucoup à vous et Oui. belle journée. À très bientôt. Au revoir Magali aussi. Au revoir. Au revoir à tous.